Salut Robert! Salut! Ah, Alors, on se voit, on se voit. oui, c'était tellement bon pour moi d'être en Ouais, personne. ouais. On est un peu tanné de ce système virtuel avec les Zooms. Je trouve ça important d'être avec toi Oui, pour faire cette vidéo-là. oui. Mais merci de nous accueillir chez toi dans ton bureau. Et puis aujourd'hui, je te propose de parler d'un thème dont tu es l'expert, c'est la conscience. Puis je vais t'expliquer un peu pourquoi je voulais qu'on en parle. C'était toujours pour moi l'objectif d'aider les gens. Ouais. C'est difficile ce qu'on vit, il y a beaucoup de souffrance. Surtout, justement, plus on est conscient de ce qui se passe, plus les choses deviennent claires, c'est-à-dire, il semble y avoir une volonté de destruction, on va dire, de l'humanité, c'est un terme large, mais destruction du moins des libertés. Mhm. On pourrait parler de la destruction, mais l'essentiel de la vidéo que je souhaite faire avec toi, c'est de donner de l'espoir aux gens parce qu'on a des capacités pour s'en sortir, pour traverser ces moments difficiles, mais aussi peut-être grandir à travers ça. Et en parlant de conscience, je t'avoue que je suis très présente à la conscience de ce temps-ci, présente dans le sens que je l'observe quand je suis consciente, puis que j'observe justement les pensées, les sensations, les sentiments qui m'habitent, en étant distante, je sais que ce que ça m'apporte, c'est une sérénité intérieure, un calme qui me permet de continuer d'avancer. Alors, aide-nous, j'ai envie qu'on jase ensemble. Oui, ben oui, écoute, la conscience, pour parler de la conscience, faut partir avec l'idée qu'on est plus souvent qu'autrement sur le pilote automatique. C'est une grande révélation quand on réalise, quand on constate à quel point on est conditionné, on est habitué, on est des êtres d'habitude. Et on va vite, on court après, on ne sait pas on sait pas toujours quoi, mais on s'est habitué à faire du multitasking, deux choses à la fois. Tu sais, on n'a pas de temps libre, de temps ouvert, de temps où on ne fait rien. Ouais. Alors, la conscience, c'est pour moi, c'est d'être conscient de ce qui se passe en dedans de nous autres, là, de voir le lien qui existe entre l'esprit, le cœur, le corps. Tout ça est connecté. Hein, tu sais, c'est comme, des fois, tu me disais, c'est toi, tu es le spécialiste du corps, tu es le docteur. Non, moi, je ne me vois pas de même. Je suis le spécialiste de l'humain. Tu sais. En anglais, la pleine conscience, ils appellent ça mindfulness. Puis, moi, je dis c'est incomplet parce que c'est Ouais, mindfulness. tout à fait. C'est Ouais. heartfulness, bodyfulness. Faut être conscient du corps, être conscient du cœur, donc des émotions, être conscient du contenu du mental, être conscient à quel point de notre lien, de la connexion qu'il y a. On n'est pas isolé. Puis quand on s'arrête pour méditer, par exemple, c'est de prendre conscience de tout ce qui nous habite, de comment ça roule vite. La première chose dont on prend conscience quand on commence la méditation, en tout cas, moi, ça a été une révélation, j'ai toujours eu l'impression qu'on contrôlait nos pensées. Non, nos pensées nous contrôlent. Ça, c'est intéressant. Ça pense en dedans de Ça nous autres. Ça pense. pense Ouais. tout le temps. Ouais. Et puis des fois, ça pense plus, puis des fois, ça pense un peu moins. Quand est-ce que ça pense plus? Quand on est anxieux, par exemple. En tout cas, c'est des révélations de la pratique, de ma pratique d'arrêt. Ça a été essentiellement de voir à quel point ça galope en dedans. Ouais. Puis en particulier, s'il y a des choses inhabituelles qui se présentent. Par exemple, quand j'ai commencé à donner des ateliers, je méditais déjà depuis 7-8 ans. Et puis, mais je réalisais à quel point j'avais de la difficulté juste à me centrer sur le souffle, par exemple. Ouais. Comment l'esprit repartait. Si quelqu'un me pose telle question, comment je vais répondre? Alors, je me suis dit, regarde-moi non ça. Quand ça a peur, cette patente-là, Ça part. ça part, ça se met à déraper en haut, là, chercher des réponses à toutes les questions potentielles. Puis, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? La peur de ne pas connaître, la peur d'être perçu tel qu'on est, c'est-à-dire un incompétent, d'avoir un sentiment d'un syndrome L'imposteur. d'imposture, de dire
pas vraiment maître de ce que j'essaie de transmettre. Ouais, Puis je me sens d'abord mal à l'aise avant d'être à l'aise avec un groupe. Moi, j'étais à l'aise dans un à un. ça. OK. À un moment donné, j'anime un groupe. Ouais. Euh, pour qui tu te prends, Robert Béliveau? Là? C'est des discours intérieurs qu'on a. Oui. Puis d'être attentif à ce discours aussi Ouais. peut nous permettre de prendre une distance. Oui. Puis c'est ce que tu as dit au tout début. Écoute, il y a plein de choses qu'on réalise durant ces 2 dernières années-là. C'est quand tu dis, là, on fonctionne sur le pilote automatique. Ouais. J'ai eu le sentiment dernièrement que si c'était pas une volonté, du moins c'est un effet, d'être tellement absorbé par, bon, gagner son pain, travailler, puis après tous les loisirs qui suivent, la télévision, faire à manger. Toutes ces exigences-là font qu'on est, je dirais, absorbé, mais submergé. Et justement, ça nous a forcé peut-être je dirais, nous éloigner de ces capacités qu'on a d'être conscient. Parce que souvent, ce qu'on a entendu dans les 2 dernières années, c'est qu'il y a des gens conscients, puis il y en a qui ne le sont pas, des gens éveillés, puis il y en a qui ne le sont pas. Je dis, bon, laissons faire ces préjugés-là, mais apprenons peut-être à retrouver cette capacité d'être conscient pour faire des choix, c'est quand on parle de libre arbitre. Alors, tu le dis, c'est bon, les événements qui ont fait en sorte qu'il y a encore plus de choses qui nous distraient, qui nous absorbent, les derniers événements, mais nous poussent peut-être à faire l'inverse et justement lâcher prise. On va peut-être parler de ça tantôt. La vie simple, pour moi, est la seule issue. C'est réduire toutes ces distractions-là en choisissant une vie simple nous permet d'être de nouveau conscients. Et cette conscience-là, c'est pas comment tu le qualifierais, mais à mon avis, c'est une des capacités qu'on a qui est extraordinaire chez nous. C'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est d'éveiller cette conscience-là. Quand la conscience s'éveille, Anthony de Mello, qui est un livre extraordinaire, tu sais, par un Indien qui était aussi... thérapeute aussi, hein? Il était thérapeute, il était psychothérapeute aussi. Il est mort malheureusement trop jeune, mais il a écrit des livres fabuleux. Anthony de Mello, hein? De Mello. Avec des belles histoires, des anecdotes. Et puis un côté drôle, un côté humoristique, de se regarder avec un demi-sourire, tu sais, de se regarder aller, puis sans se prendre trop au sérieux. Et ça, j'aime beaucoup ça, cette idée-là de l'humour, de garder un sens de l'humour. L'humour, l'humilité, l'humanisme, ça va ensemble. Hein? Et puis, j'aime beaucoup les histoires, parce que souvent, les gens, quand ils commencent à méditer, ils font faire quelque chose de sérieux. Prenez ça, c'est rentrer en contact avec, gentil, chaleureux. Qu'est-ce qui va se manifester? Qu'est-ce qui va apparaître? Avec curiosité. Être curieux, être acceptant, être ouvert, être juste présent à son expérience, tu sais, au souffle. Tu veux porter attention à ton souffle. À un moment donné, oups, regardons ça, où est-ce que je suis rendu? Qu'est-ce que je vais manger à soir? Ma liste d'épicerie. Ma liste d'épicerie, puis ma liste de choses à faire. Qu'est-ce que je perds mon temps? Ouais. Puis bien d'autres, des téléphones à faire, des choses à lire, tu sais. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? À être dans le silence. Mais c'est juste être présent à son expérience, comment il y a des impulsions d'agir qui sont là. Juste reconnaître ça. Ah, regarde, ça, il y a une impulsion d'agir. Puis là, notre travail, c'est simplement garde tes fesses là. Et pendant pas longtemps. Commence lentement. Oui, c'est ça. Commence 3 à 5 minutes. Ouais, j'allais dire pas 3 heures. Pas 3 heures. Tu sais. Pour ça, quand j'ai commencé à enseigner ça, au Centre épique à l'Institut de cardiologie, donc ça fait une vingtaine d'années, j'ai essayé de calquer le travail de John Kabat-Zinn, qui est celui c'est lui qui a mis ça sur pied à UMass Medical Center il y a une quarantaine d'années. C'est un génie, ce gars-là. Hein? C'est un PhD du MIT. Et puis a enseigné la méditation. Ça n'a rien à voir. Il est étudiant en biologie moléculaire. OK. Et puis, il y avait des chums d'acteurs, puis ils ont dit que malgré un traitement optimal, il y a plein de gens qui ne parvenaient pas à s'améliorer. Il dit, qu'est-ce que tu penses que si je les entraînais pendant 8 semaines, puis lui, c'était pas une blague, là. 45 minutes par jour, 6 jours sur 7. Attention, le contrat est lourd. Puis souvent, la marche est haute là, pour beaucoup de gens.
Mais les gens qui sont allés, ils les rencontraient d'abord au moins 1 heure avant, là, pour voir leur intention, leur motivation, leur présenter le programme, puis leur demander de s'engager, pas envers lui, envers eux-mêmes, là, tu sais, à s'accorder du temps à chaque jour pour s'arrêter, puis scan corporel. Il y avait toute une série de... Puis il a mis sur pied ce programme-là qui est magnifique. Mais quand j'ai essayé d'introduire ça, je voyais que les gens culpabilisaient parce qu'ils ne Exact. parvenaient pas, malgré une bonne intention, malgré que ça leur a coûté un peu d'argent pour s'investir dans ce processus-là. Ils ne trouvaient pas le temps. Ils ont des enfants, ils ont un job. Alors, j'ai commencé par dire, bon, prends conscience de ça. Ben, c'est pas ça que tu veux que les gens se sentent coupables. Le travail de pleine conscience, c'est pas s'accrocher, s'attacher. Voilà le À une programme. technique, Je vais essayer de faire du kabat-zinn intégral. Non. Ouais. Sois présent à ce qu'il y a. Ta clientèle, c'est peut-être pas la sienne. Puis c'est peut-être que le dosage est à modifier. Ouais. Alors, on va essayer d'y aller plus doucement, plus progressivement, plus gentiment. Alors, j'ai modifié, j'ai modulé, j'ai transformé, évidemment. J'ai préféré faire du bon Béliveau que du mauvais Kabat-Zinn. Ouais, C'est un peu bien ça. dit. Essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être véritablement utile. Je vais commencer par des choses très simples, très, très douces, très lentes. Et puis, de commencer à entrer en contact chaleureux, amical, bienveillant envers soi, alors qu'on est tout le temps en train de se juger, s'évaluer, je fais ça correctement. Puis, ça a été mon premier constat quand j'ai commencé à méditer, c'est est-ce que je respire bien? Ouais. Mais pourquoi? Est-ce que je respire trop profondément, pas assez profondément? Est-ce que c'est par le nez ou par la bouche ou les deux? Est-ce que j'inspire par le nez, j'expire par la... Hey, T'étais formaté, toi respire aussi. donc, Simonac, là, tu sais. T'étais formaté à la performance dans la Voilà. gestion du stress. Alors, j'ai réalisé à quel point j'étais dans bien, correct, pas correct, tu sais. Apporter un jugement sur toi. Le Ouais. juge Béliveau qui était tout le temps là en veilleuse, puis qui surveillait, puis qui évaluait la performance. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, c'est pas ça le travail qu'il faut faire. Exact. C'est d'ouvrir, c'est d'accueillir, c'est la présence tranquille, chaleureuse, ouverte, curieuse, s'intéresser à ce qui se passe dans la tête, dans le corps, puis dans le cœur, d'instant en instant, puis d'utiliser le souffle comme point d'ancrage, tout simplement, puis d'être accueillant à tout ce qui se passe. C'est très simple, c'est d'une simplicité, puis d'apprendre, pourquoi? Pour apprendre à être là. Alors que souvent, on conduit, puis où est-ce que je suis rendu? C'est une expérience qu'à peu près tout le monde peut se... On était sur le pilote automatique. Ouais. Où on est avec quelqu'un, puis on dit ouais, puis... Mais notre On est tête, on est en train de penser préparer notre réponse. Oui, exactement. Notre réplique, tu sais, comme L'exemple thérapeute, l'exemple que tu utilises pour toi s'applique aux gens qui veulent peut-être utiliser cette occasion-là pour développer leur conscience, leur présence à eux-mêmes. Puis le mot d'ordre que j'entends, c'est lâchons prise, affranchissons-nous des exigences qui viennent avec la culpabilité puis qui nuisent à cette conscience-là. C'est vraiment dans le lâcher prise ou l'observation comme témoin. Pour moi, la conscience est aussi un témoin de ses pensées, ses sensations, ses sentiments qu'on a dans la distance, de regarder ça de l'extérieur, puis en enlevant le jugement. Qui, à mon avis, tu vois, j'ai l'impression qu'on est on parlait d'un changement de paradigme, mais c'est aussi un changement, une transformation intérieure qu'on est en train de vivre. On s'est aperçu qu'on était formaté, endoctriné, avec toutes ces idées-là qu'il faut performer, être un meilleur humain plutôt qu'un meilleur nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est bien d'être différent d'un standard qui est présenté. Là, je suis en ville en ce moment, je voyais toutes les annonces publicitaires. C'est ça, une bonne personne, t'es habillé comme ça a cette shape-là, ce visage. C'est incroyable. Hein? Ah, c'est incroyable. Il faut vraiment s'affranchir pour développer cette conscience de soi. Puis elle est accessible, je dirais, en dehors de la pression, de la tension qu'on peut vivre, elle est accessible dans le lâcher-prise. Oui, dans le lâcher-prise, puis aussi d'accepter qu'il y a toutes sortes de façons de cultiver la conscience. L'écriture, c'en est une. L'écoute active, l'écoute empathique, c'en est une autre. La conscience, c'est la présence à ce qui se passe dans l'ici maintenant, sans être pollué par le passé, sans être obsédé par l'avenir, être dans le moment.
être c'est ça, être zen, c'est essayer de faire une chose et porter toute notre attention. Je me rappelle à un moment donné, j'étais avec une patiente qui me relatait des choses. Je fais beaucoup de psychothérapie dans mon travail de médecin. Moi, j'étais devenu beaucoup plus psychothérapeute que médecin d'une certaine façon. Puis j'écoutais cette dame-là me partager son histoire et puis à un moment donné, je me suis mis, il y a des larmes qui m'ont, j'ai pleuré. J'étais vraiment bouleversé par ce que cette femme-là venait me révéler. D'abord, sa confiance, hein, le fait de pouvoir s'épancher avec quelqu'un qui nous écoute. Et j'écoutais pas juste avec ma tête, j'écoutais aussi avec mon corps, avec mon cœur. Mais on n'est pas supposé de faire ça. Hein? On est supposé être neutre, d'être objectif. Mais c'est une connerie. C'est une connerie qu'on a appris. Puis cette dame-là est revenue me voir 2 semaines plus tard. Elle m'a dit, vous savez, docteur, elle dit, quand vous avez pleuré, ça touche encore. Quand vous avez pleuré, elle m'a dit comment vous étiez là. C'était présent. Tout là. Pas juste votre tête pour poser un diagnostic, mais être là, avoir une présence totale à ce que cette personne-là révélait ou réveillait en dedans d'elle quelque chose, un aspect de son histoire qui vient toucher un aspect de mon histoire, forcément, hein, parce qu'on est d'humain à humain. Alors, quel humain n'a pas vécu un naufrage ou 2 dans sa vie? Alors, puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est un humain plus aidant, plus efficace. Mais tu sais, c'est d'avoir cette qualité d'attention, puis d'essayer que c'est quelque chose qui se pratique, qui se nourrit, et puis qu'éventuellement, tu deviens un peu meilleur à force de pratiquer. De pratiquer, puis écoute, ton expérience fait écho à la mienne comme ex-psychologue. On enseigne aux futurs psychologues à être objectifs, neutres, détachés de leurs clients en utilisant le terme empathie plutôt que sympathie. Puis moi, dans ma formation, j'arrêtais pas de leur dire, écoutez, non, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment pas, à la limite, oui, je suis sympathique à mon client parce qu'il me touche. Puis c'est cette présence-là dont tu parles. Alors, autant la présence à l'autre dans notre rôle professionnel, il faut vraiment... Il y a tout un ménage à faire dans les idées qu'on nous a inculquées, à savoir qu'est-ce qu'un bon professionnel, puis qu'est-ce qui n'est pas un bon professionnel. Je me souviens très bien de relater ça aussi dans un de mes livres, que l'une des choses qui avait touché le plus un client, c'est lorsque un thérapeute que je connais lui avait offert un café. Puis, avec du recul, alors il lui racontait, qu'est-ce qui est un point fort de la thérapie, c'est quand tu m'as offert un café. Quand j'ai eu l'impression d'être un humain avec toi, une autre personne humaine. Alors, cette conscience-là, c'est aussi de revenir à notre entièreté. Tu dis tout le corps, l'esprit, les émotions. C'est notre être entier qui peut être présent à la vie qui passe, à l'autre qui est là, aux événements aussi. Et j'ai l'impression, quand je parle de ménage, qu'on doit vraiment faire fi d'un grand nombre de connaissances qu'on nous a inculquées, de ces théories-là qui peuvent être intéressantes quand ils nous rendent service, mais quand ils nous rendent confus, puis qu'on se met à interpréter les choses d'une façon ou d'une autre, puis qu'on est mêlé dans notre tête, je me dis c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Il faut revenir à notre instinct, notre présence, tout simplement. Qu'est-ce qu'on reçoit, puis qu'est-ce qu'on peut offrir en termes d'humanité à l'autre? C'est cette conscience-là dont on parle. Puis il y a des pratiques, hein? Moi je dis toujours, il y a des pratiques formelles, il y a des pratiques informelles, il y a des pratiques intensives. Les pratiques formelles, c'est s'asseoir avec régularité avant de se coucher ou lever le matin, s'ouvrir les yeux, dire « je vois clair ». Quelle magie, quel miracle. Je vois clair. Moi, j'ai eu un décollement de la rétine à un moment donné. Et puis, j'ai failli perdre mon œil. Puis, il y a 50 ans, j'aurais perdu mon œil gauche, qui était mon œil dominant. Et c'est là que j'ai eu un décollement de la rétine. Et puis, ça a été réparé, Dieu merci, grâce au miracle de la médecine technologique. Hein? Et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Mais quand je me lève le matin, puis j'ouvre les yeux, puis je vois la lumière, puis je vois les feuillages, je vois la beauté du monde, la beauté des formes, des couleurs, des mouvements. Tu sais, la conscience te mène forcément à la gratitude. Je m'excuse. La gratitude,
émane de la conscience. Alors, c'est pour ça que ça devient un cadeau, le cadeau d'avoir une présence autour de soi, une présence chaleureuse autour de soi, des gens bienveillants. Qu'est-ce qui se passe entre deux humains? Puis il y a des pratiques qui sont formelles, à savoir, pratique aussi, pratique la présence, la pleine présence. C'est souvent faire une chose à la fois, alors qu'on est des fois habitué de faire 2, 3 choses à la fois. Puis il y a un maître zen dont c'était l'enseignement. Une chose, when you walk, just walk. Okay. Quand tu marches, ne fais que marcher. Quand tu manges, ne fais que manger. Ouais. Etc. Tu sais, quand tu lis, ne fais que lire. Puis un bon matin, il est en train de lire son journal en prenant son petit déjeuner. Alors, il y a un étudiant qui va le voir et il dit vous me dites de faire une chose à la fois. Puis, il dit when you read, just read. Quand tu lis, ne fais que lire. Quand tu manges, ne fais que manger. Vous êtes en train de lire et manger à la fois. Il le regarde très tranquille. Il dit when you eat and read, just eat and read. C'est l'acceptation. pas une pratique de perfection. Ouais, exact. C'est une pratique de présence. Et puis, souvent, on se met des règles, puis on essaie d'être parfait. Exact. Et on essaie de se parfaire. C'est pour ça que j'aime mieux actuellement utiliser le mot présence attentive que pleine conscience. Okay. Parce que pleine conscience, pour moi, ça me semble quasiment inaccessible. Moi, je suis pas le Dalai Lama. Je suis pas Thich Nhat Hanh. Tu sais, j'ai une famille, j'ai des petits-enfants. Puis des fois, il faut être capable de prendre ses petits-enfants dans ses bras, puis répondre au téléphone aussi. Faire deux choses. D'être capable. Puis, ça fait pas de moi quelqu'un qui est inconscient, mais ça fait de moi quelqu'un qui est compétent à tenir deux choses, puis être présent à ça. Mais quand c'est possible de faire une chose à la fois, de le faire, de manger en pleine conscience, de manger lentement, doucement, savourant, dégustant. Puis, à la limite, tu vois, de faire des choses qui sont faciles, déjà faciles pour toi à faire, ça te permet je dirais, de te féliciter, d'applaudir ta réussite, puis ça t'encourage à aller plus loin. Quand on se donne des objectifs qui sont trop élevés à l'intérieur d'une pratique qui serait très exigeante, ben c'est décourageant. Puis même le terme pratique, tu vois, il y a une rebelle devant toi qui est pas rebelle dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là, j'ai appris que moi, je pouvais pas méditer. C'était pas dans ma nature, j'ai besoin d'être en action. Mais je remarquais que le matin, quand je me réveille, je suis très présente, très consciente. Alors, c'était plus pour moi, d'observer les moments où j'étais dans la conscience, puis de m'amuser à comprendre ces moments-là. Puis quand ça m'échappe, quand je passe à autre chose, puis je deviens trop fébrile, ben je me mets à être dans l'action. Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans des termes qui ont été assez lourds pour nous, comme pratiquer. Et puis, ben, mes meilleurs moments de conscience, c'est quand je fais quelque chose et puis je suis tellement là-dedans que je lâche prise par rapport à mes pensées. Et je suis complètement concentrée dans ce que je fais, peu importe ce que je fais, là. Alors, je pense qu'il faut y aller avec notre nature. Qui sommes-nous? Puis d'aller vers ce qui est plus facile pour nous et ce qui nous fit bien. Moi, je nuancerais ça parce que je pense que moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de très actif, hein, très engagé dans l'action. Oui. Et puis très productif d'une certaine façon. L'entraînement, être efficace, puis tout ça. Ouais. Et puis, j'ai appris autre chose. Je pense que je suis devenu autre chose quand j'ai appris autre chose, quand j'ai rencontré quelqu'un qui me montre une autre façon de vivre. Comme d'être plus contemplatif parfois. Plus contemplatif, d'accepter d'ouvrir à une dimension plus contemplative qui était quasiment écrasée par une culture où on est mobilisé systématiquement. Alors, s'accorder, puis commencer à percevoir la vie autrement. Puis là, c'est comme si j'ai moins besoin de posséder des choses. J'ai moins besoin. Mon bonheur, il est plus là. Il est dans la rencontre, il est dans l'émerveillement, il est dans l'étonnement. Il est dans... Et peu importe la situation qu'on vit, on est plongé dans une situation depuis 2 ans et demi là, qui est un peu bouleversante. Et puis pour moi, c'est aussi dire à quoi tu es attaché, Robert. Je suis un voyageur, moi j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime savourer les nourritures différentes, j'aime voir les Italiens quand ils parlent, c'est comme, c'est magique, là, d'être ailleurs, puis de voir une autre culture, une autre langue, d'être dans un autre, plongé dans un autre paysage. Je me revois à Bangkok, là, voir je me dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là,
Mais j'étais émerveillé, j'étais étonné, j'étais, tu sais, c'est comme d'être ailleurs, mais d'être chez soi partout. Tu sais, dire, je suis ici, puis j'apporte une culture avec moi, mais je baigne dans une autre culture. Comment j'apprécie cette culture-là, comment je découvre, comment je me découvre à l'intérieur de quelque chose d'autre. Comment je suis quand je suis soulagé de mon rôle de docteur, Ouais. que ça m'écrase plus, que je suis quelqu'un de libre, de léger, qui est pas obsédé par le devenir d'une personne qui est venue me partager Ouais. une difficulté. Alors, ouvrir à d'autres aspects de soi, Oui. puis d'être à l'écoute de dire, je peux m'entraîner, puis je ne deviendrai jamais le Dalai Lama, hein, je le voyais, puis je me dis, c'est comme ça que je veux devenir. Ouais. C'est comme ça que je veux devenir. Moi, tu sais, c'est comme ça a été pour moi. Comment il fait? Ah Je me ouais. rappelle de ce moment-là qui était pour moi un moment là, d'éblouissement. Un humain, ça peut être beau, Ouais. ça peut être fin, ça peut être gentil. Puis c'est pas parce qu'il y a eu une vie facile. Hein? Il y a 6000 monastères qui ont été détruits au Tibet. Il y a eu des difficultés avec les Chinois. Puis ça a été pénible à telle enseigne qui a quitté son pays, qui a quitté son Tibet natal pour s'installer en Inde, à Dharamsala. Puis qui continue quand même d'être bienveillant, d'être confiant dans la vie, dans la nature humaine. Et je me dis, c'est comme ça que je vais devenir. Et moi, ça a été l'étincelle, tu vois, Et tu es devenu ça parce que, tu sais, comparativement à lui qui a vécu ses propres défis, durant 2 ans et demi, tu as eu des défis. On a tous Ben eu des défis. Puis quand tu disais le choix de la vie simple aussi, de se départir de certaines choses auxquelles on tenait, on est là-dedans. Et je suis convaincue que cette simplicité vers laquelle on se dirige par nécessité, c'est quand tu dis voyager, ça devient difficile, consommer, ça va devenir difficile, ben, ça nous ramène à là où on s'est rencontrés dans le mouvement de simplicité volontaire, où on était confrontés à notre image aussi. C'est l'image qui est valorisée, c'est celle de la personne qui a une grande maison, qui a une belle voiture, hein, qui a tout ce qu'il lui faut. Et ce qu'on vit là, dernièrement, c'est est-ce qu'on est capable de se détacher de ça pour redevenir la personne qu'on est? Alors, pour moi, dans ce cheminement-là, tu es devenu ou tu es à l'image ou un modèle, comme chacun de nous, de ce processus qu'on peut vivre vers la simplicité, qui est confrontante parce que toutes les valeurs autour de nous, c'est pas ça, là. Ça dit, tu es une bonne personne si tu es riche, par exemple, si tu as un statut et qu'il est prestigieux. Mais non, moi, j'ai découvert ça, puis ça a été difficile aussi de dire, une petite maison, ça me convient vraiment mieux qu'une très grande où j'ai beaucoup de ménage à faire. Voilà. Mais je dois être confrontée à cette image-là de moi-même parce que les gens qui viennent me voir, qui ont des attentes, puis ces attentes-là ne sont pas répondues, mais ils rencontrent Lucie. Lucie dans toute sa modestie. Alors, quand on est là-dedans, on est tellement soulagé, un peu comme tu dis, nos épaules ne portent plus cette image-là qui est tellement pesante et qui va avec cette société qui est en train de s'effondrer, à mon avis. Alors, vive la simplicité. Pour le meilleur des mondes, tu sais, parce que revenir à la simplicité, c'est de dire, faut répondre à nos besoins. Puis ça, on s'en tire pas autrement. On a des besoins. Il faut faire la différence entre les désirs et les besoins. Derrière les besoins, il y a des désirs, tu sais, puis faut faire la distinction. C'est là que la conscience devient précieuse. Tu comprends? À un moment donné, je suis avec Chantal, et puis on est fatigué. On est vraiment fatigués tous les deux. Et puis on a un gros fardeau, 4 enfants. C'était vraiment difficile. Puis je la regarde, je dis, hey, chérie, Costa Rica. Elle dit, ah, Costa Rica. On rêve tous les deux de Costa Rica. Et puis après ça, je me suis demandé, c'est quoi le besoin qui se cache derrière tout ça? C'est se reposer, se détendre. On s'est ramassé dans Charlevoix. Ça nous a coûté pas mal moins cher. Puis, c'est beau, par exemple. Ben, c'est beau aussi, hein? Puis on a bien mangé, puis on est revenu en état de grâce. Parce qu'on a été capable juste de s'arrêter et de dire, il y a un besoin. Le désir, il vient réveiller un besoin.
vient révéler un besoin. Oui, Puis c'est aux besoins qu'il faut répondre et non pas aux désirs. tout à fait. Puis être capable, parce qu'on aurait été au Costa Rica, on se connaît, on aurait visité, on aurait marché, on serait revenu Oui. probablement plus C'est fatigué ça. qu'en partant là. Puis là, on est revenu. On a pris le temps de lire, on a pris le temps de faire ce que deux amoureux qui ont 4 enfants ont de la misère à trouver du temps. Ouais. Et revenir dans un état amoureux. C'est ça, pas se voir comme un papa et une Non. maman, là, mais de se voir comme deux amoureux qui se découvrent, qui s'accordent du temps Wow. l'un à l'autre. Alors, mais la conscience, c'est miraculeux. T'sais. Puis il y a 10 000 moyens d'arriver. Tu lis des livres, regardons ça. Ça m'éveille à des choses. Tu vas dans un congrès avec le Dalai Lama, où les gens me demandaient qu'est-ce qui t'a frappé le plus? J'ai dit sa présence, sa gentillesse. Sa simplicité, c'est son rire, le rire du Dalai Lama, c'est comme... Tu peux pas être en présence de cet homme-là, ou Thich Nhat Hanh, sa tranquillité, sa présence totale. Il boit à taille, il y a 3000 personnes devant lui, il buvait, il était en train de savourer son eau, les yeux fermés, 3000 personnes qui attendaient, et on l'observait, on disait, quel modèle. C'est inspirant. Inspirant, puis dire, il y a moyen de bien vivre, avec très peu de choses, en étant présent, en étant attentif. C'est ça, ça se développe, ça se travaille. Alors moi, j'ai donné des ateliers, ça me forçait à intégrer, puis à appliquer, puis à pratiquer systématiquement. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau. Puis le plus beau cadeau, c'est pas d'avoir appris ça, c'est d'avoir enseigné ça. Et puis quand tu vas suivre un atelier, tu dis, je suis pas là pour apprendre, je suis là pour apprendre à enseigner. Ça change complètement ta façon d'être en présence de quelqu'un qui veut te transmettre quelque chose. Tu dis, je veux pas juste apprendre ça, je veux éventuellement l'enseigner. Peut-être à mes enfants, peut-être à ma conjointe, peut-être à des amis, peut-être d'une façon professionnelle. Moi, je l'ai fait d'une façon professionnelle, mais c'est un cadeau inestimable à recevoir. Puis le Dalai Lama, tu sais, il me disait, il disait, il y a 3 choses qui m'ont touché dans tout ce qu'il a transmis. Cette personne-là en face de moi est meilleure que moi. Puis ça me réduit pas, ça me fait grandir. J'honore sa compétence, sa qualité, son intégrité, sa richesse. Tu sais. Alors, je me compare pas, je me diminue pas. Mais t'apprécies J'apprécie être présente en présence. Ma femme est bien meilleure que moi à bien des niveaux. Tu sais. Et puis, je la remercie pour toutes ses qualités. Tu sais, c'est comme... ça, c'est une chose. L'autre chose, et puis il a dit, je me suis trompé. Et puis, à un moment donné, il s'était trompé. Il avait fait une erreur, puis devant 3000 personnes, il a dit, je me suis trompé. Il n'était pas honteux de s'être trompé. On se trompe régulièrement. Si on était juste capable de dire ça, on s'est planté, on s'est trompé. Si on était capable de dire ça, on s'est trompé avec le vaccin. Ouais. Et puis, juste dire ça. Ouais, effectivement. On est parti avec une bonne intention. Il faut regarder le résultat. Est-ce qu'il est bon ou pas? Il faut être conscient. Il ne faut pas faire pratiquer l'aveuglement volontaire, mais apporter de la conscience. Et quand on apporte de la conscience, on est capable de dire, bon, ben, on a essayé ça, mais ça n'a pas l'air que ça marche bien fort. Tu sais, ça a l'air que ça a plus d'inconvénients que d'avantages pour certaines personnes, peut-être plus d'avantages que d'inconvénients pour d'autres, peut-être. Mais en tout cas, être capable d'examiner ça. Puis l'autre affaire qui a dit, donc je me suis trompé, il a aussi dit, à un moment donné, quelqu'un qui posait une question, je ne le sais pas. Ouais. Et juste honorer ça, on a le droit de dire, je ne le sais pas. Moi, des fois, les gens venaient me partager un problème. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je ne le sais pas. Mais je sais que c'est pas grave. Mais on peut regarder ça ensemble, examiner ça ensemble. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Qu'est-ce que ça révèle? Tu vois? Et puis là, j'apprends avec les autres apprennent avec moi. Puis ensemble, on finit par trouver des façons
de transformer cette souffrance, cet inconfort, ce malaise, ce mal-être, en travaillant ensemble. Mais je suis pas là pour en haut de l'autre, je suis là au même niveau, au même palier, puis il y a un échange qui se passe. Ouais. Et c'est miraculeux. Alors, C'est un miracle et c'est si simple. Et ça enlève tout ce poids qu'on peut se mettre sur les épaules, d'être une personne performante dans ton travail, mais aussi comme humain, avec un autre humain. On retient ça. J'ai envie qu'on s'enligne vers la conclusion. Puis quand tu parles, ça me fait penser à quand on a ce regard-là, cette présence-là, on est rempli de gratitude. C'est ce que tu disais tantôt, puis ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens pour moi aussi. Et on est face à la beauté de la vie. Je suis de ce temps-ci tellement impressionnée par cette création qu'est notre corps, qu'est la nature. C'est incroyable. Ça nous remplit. À la limite, on n'a pas besoin de beaucoup plus. C'est ça qu'il faut vivre dans cette société-là. Mais je crois, tu sais, je reviens à mon idée, j'ai l'impression qu'on est poussé là, à faire une transformation personnelle et sociale vers cette conscience qui va nous apporter un bonheur qui est tellement plus authentique qu'un bonheur éphémère de vivre justement dans ce luxe, ces plaisirs éphémères qu'on nous cette propose. surabondance matérielle à laquelle on finit par s'accrocher puis s'identifier. Alors, il faut se détacher et dire, il n'est pas là le bonheur. Le bonheur est dans la rencontre, est dans les liens, pas dans les biens. C'est bien dit. C'est dans les liens. C'est dans les liens qu'on se manifeste. C'est dans les liens qu'on apprécie l'autre. Alors, qu'on se rencontre et qu'on découvre le miracle de la rencontre, le miracle de cette personne authentique qui porte une histoire fabuleuse et que je peux m'y intéresser. Et voilà. C'est très simple. Alors, profitons. Merci. Merci Robert d'abord. Bon, d'avoir accepté qu'on fasse cette rencontre-là ensemble en personne. Mais je veux te remercier pour... Moi aussi, je suis émue là, pour ce bout de chemin qu'on fait ensemble depuis 2 ans et demi. Tu te dis, en tout cas, ça fait un petit bout. Jamais on aurait imaginé avoir à partager, toi et moi, ces rencontres régulières pour essayer de nous aider, d'aider les autres. Alors, merci. C'est la découverte, les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie qui viennent à travers des fois des choses auxquelles on résiste. On dit, c'est pas comme ça que j'avais anticipé ma retraite. mais qu'est-ce que je peux faire? Cela étant. C'est accepter qu'on est dans des circonstances très particulières et très riches, très fécondes. Ben oui, c'est encore mieux. Une crise, c'est l'occasion. Bon, il y a des gens qui sont éloignés, c'est vrai. Il y a des deuils à vivre. Des fois, on est mal perçu. Il faut reconnaître qu'il y a des gens qui, parce qu'on n'abonde pas dans un sens ou dans leur sens, ils ont de la misère à nous reconnaître. Je te reconnais plus. C'est parce que tu me connais pas. Parce que les gens qui me connaissent, ils me reconnaissent. Ils savent que je suis habité d'un souci de réduire la souffrance. De dire, là, il y a une souffrance qu'on a générée. On a généré de la souffrance. Alors, comment on fait pour la réduire? Puis, ça demande de la conscience, ça demande de la créativité, ça demande du non-attachement à mon projet, mon plan. Tu sais, il y a quelqu'un que j'avais entendu dire, il est pas dangereux, mais il est, en tout cas, quelque chose qui ressemblait à ça. Il est dangereux de faire des projets, surtout en ce qui concerne l'avenir. OK. Parce qu'on vient de s'attacher à ces projets-là. C'est parce que tu as l'impression que tu as besoin de tout ça pour être heureux. Puis l'idée, c'est faire attention à ça. Nos projets, des fois, il y en a qui se matérialisent, puis il y en a d'autres qui, pour toutes sortes de raisons, ça se transforme. Tu peux peut-être changer. Puis si tu es attaché à ton projet, tu vas souffrir. C'est pas la situation qui te fait souffrir, c'est l'attachement à ton projet. L'invitation, c'est d'être moins accroché, moins attaché, puis d'être plus dans qu'est-ce qui m'invite, à quoi je suis invité, à quoi je suis convié actuellement, puis dire oui à cette invitation-là. Alors, voilà. Merci. On dit oui. Merci d'être là. Merci. Et merci à vous d'être là aussi, d'être témoin de cette rencontre miraculeuse comme toutes les rencontres. Alors, bonne rencontre. Oui, et à bientôt.